Des fondations privées richissimes, des agences d'espionnage qui opèrent dans l'ombre. Le pouvoir a vraiment de multiples visages. Aujourd'hui, on va remonter le temps sur plus d'un siècle pour essayer de comprendre qui sont les véritables architectes de notre monde. Voilà la question qui va nous guider. Parce que derrière les gros titres, derrière les grandes décisions politiques, il y a souvent des réseaux d'influence incroyablement complexes. Alors, qui tire vraiment les ficelles? Pour commencer, prenons un événement qu'on a tous en tête, la pandémie. Tout d'un coup, on a vu des fondations privées, des organisations mondiales se retrouver sur le devant de la scène. Et leur influence, elle paraissait presque aussi grande que celle des gouvernements. 83,3 milliards de dollars, c'est juste colossal. Et ça, c'est le montant total des subventions versées par une seule et unique entité, la fondation Bill et Melinda Gates. Ce chiffre, à lui seul, il donne le vertige et il montre bien l'échelle du pouvoir philanthropique aujourd'hui. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Est-ce que ce niveau d'influence privée est un truc tout nouveau? Ou est-ce que c'est juste le visage moderne d'une histoire qui a en fait plus d'un siècle? Pour le savoir, faut remonter le temps. On va voir que ce modèle a des racines bien plus profondes qu'on pourrait le penser. Allez, on retourne au tout début du XXe siècle. C'est là que le plan original a été dessiné. Là où ce mélange d'argent et de médecine a commencé à façonner le monde. Le parallèle est juste saisissant, non? D'un côté, les Rockefeller, les rois du pétrole. De l'autre, Bill Gates, le géant de la tech. Les sources de richesse changent, mais la méthode, elle, reste quasiment la même. Utiliser une fortune privée colossale pour modeler des secteurs publics essentiels, comme la santé ou l'éducation. Et ce n'était pas juste des petits coups de pouce financiers. L'argent des Rockefeller a littéralement bâti les fondations de notre système de santé moderne. Ils ont financé le rapport qui a redéfini la formation des médecins dans le monde entier. Ils ont créé des écoles de santé publique qui ont servi de modèle. Chaque action était stratégique et a laissé une empreinte durable. Voilà, la richesse privée créant la politique publique. Cette petite phrase résume parfaitement le concept. Il ne s'agit pas seulement de philanthropie, de charité, il s'agit de définir un agenda, de décider des priorités. Et ce modèle, il a été mis en place il y a plus d'un siècle. Bon, on quitte le monde de la philanthropie pour rentrer dans une autre dimension. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est l'État qui prend les rênes, mais de manière beaucoup plus discrète, voire secrète. Bienvenue dans la guerre froide. L'opération Paperclip. Son nom est assez anodin, mais son objectif était crucial pour les États-Unis, récupérer les meilleurs scientifiques de l'Allemagne nazie pour les faire travailler sur leurs propres projets, et surtout pour qu'ils ne tombent pas entre les mains des Soviétiques. Et quand on regarde les noms, c'est assez fou. On a une ligne directe entre la machine de guerre nazie et la conquête spatiale américaine. Werner von Braun, par exemple, le cerveau derrière les fusées V2 qui ont bombardé Londres, est devenu l'architecte en chef de la fusée qui a envoyé des hommes sur la Lune. Un passé sombre effacé au nom de la suprématie technologique. Et attention, le changement de sujet est brutal. Parce que pendant que les fusées visaient les étoiles, d'autres programmes, beaucoup plus sombres, s'intéressaient à un tout autre territoire, l'esprit humain. Le projet MKUltra, c'est le nom de code d'un programme de la CIA qui a duré plus de 20 ans. L'objectif ? Le contrôle mental. Pour y arriver, ils ont mené des expériences secrètes, souvent sur des citoyens américains qui n'avaient rien demandé, en utilisant des drogues comme le LSD, l'hypnose. La réalité a largement dépassé la fiction. Et quand ces histoires ont éclaté au grand jour, l'onde de choc a été immense. L'héritage de MKUltra est partout dans notre culture populaire. De la série Stranger Things à d'innombrables théories du complot qui circulent encore aujourd'hui, cet épisode a durablement installé un sentiment de méfiance envers les institutions. Après la philanthropie des débuts et les opérations secrètes de la guerre froide, on arrive à une nouvelle étape. Dans la seconde moitié du XXe siècle, l'influence privée et publique commence à s'organiser, à se structurer en réseaux mondiaux. Cette chronologie, c'est un peu l'acte de naissance de plusieurs clubs très sélects. Des organisations créées pour que les élites mondiales, politiques, économiques, intellectuelles, puissent se rencontrer et discuter à l'abri des regards. C'est dans ces réunions à huis clos que les grandes stratégies mondiales commencent à se dessiner. Et ce qui est frappant, c'est qu'on y retrouve toujours un peu les mêmes grandes dynasties familiales, les mêmes grands noms de la finance, les mêmes stratèges politiques. Leurs missions officielles parlent de dialogue et de coopération, mais il est clair que l'objectif va bien au-delà. Il s'agit de coordonner et de façonner les agendas mondiaux. On arrive maintenant à notre époque, au XXIe siècle. C'est le moment de rassembler toutes les pièces du puzzle, la philanthropie, les opérations secrètes, les réseaux d'élite, pour voir à quoi ressemble le paysage du pouvoir aujourd'hui. Finalement, tout ce parcours nous montre une évolution en 4 grandes étapes. Ça a commencé avec la philanthropie des Rockefeller.
Puis, la science secrète pendant la guerre froide a ajouté une couche d'influence étatique. Ensuite, les réseaux mondiaux ont formalisé tout ça. Et aujourd'hui, les géants de la tech reprennent ce modèle, mais avec une puissance de feu décuplée par l'argent et la data. Le résultat, on le voit très concrètement ici, dans un domaine comme la santé mondiale. On a un écosystème où des fondations privées et des fonds publics-privés sont devenus des acteurs absolument centraux, parfois même plus influents que certains gouvernements. Et ça, évidemment, ça pose de vraies questions de gouvernance. Ce qui nous amène à une toute dernière question, et elle est cruciale. Si une part de plus en plus grande du pouvoir s'exerce en dehors des cadres démocratiques qu'on connaît, par des réseaux puissants, souvent opaques, et surtout non élus, comment fait-on pour garantir la responsabilité et la transparence ? C'est sans doute le défi majeur que cette histoire de 120 ans d'influence nous laisse en héritage.